Donc, je réponds, donc, je pense que ce PV ne sont fournis que d'agrément pour les scènes encore pas prêts, et ceci sont totalement volontaires de la part du maire. C'est un manque évident de respect pour les élus qui doivent ainsi, sur un manquement de la majorité, lire 2 PV en préparation du même CL. Donc, merci, c'est pas le maire. Donc je vais vous répondre à la question et en même temps j'en profiterai pour répondre à la question orale numéro 1, puisqu'il concernait aussi les PV. Donc le PV du 15 au 11 n'a pas été soumis à l'approbation du CL du 22 parce qu'il n'était tout simplement pas prêt, et c'est ce qu'on a dit pendant la Je tiens à dire que les PV sont particulièrement longs, en moyenne de 50 pages, ce qui explique le temps de sa réalisation. Donc certes, s'il y avait moins de questions, moins d'interventions, si chacun donnait son nom avant d'intervenir et dire qui intervient, ce serait beaucoup plus simple, puisque le prestataire perd beaucoup de temps. Je vous indique aussi que le prestataire, il nous faut payer à la minute, donc plus c'est long, plus on paye. Et d'autre part, il nous rend un texte brut au kilomètre, donc il va être relu et mis en forme par nous, plus la correction des fautes d'orthographe. Ensuite, il doit être relu par le maire et par le secrétaire de séance. Donc cette préparation et cette procédure génèrent malgré tout un coût supplémentaire et une charge de travail pour le personnel. Les services peuvent avoir, notamment en fin d'année, d'autres priorités que de s'occuper de la rédaction d'un PV. Et ce n'est pas la première fois qu'on a 2 PV en même temps, et ça ne sera sans doute pas la dernière. Quand les PV sont rapprochés, je ne sais pas forcément la priorité. Donc effectivement, c'est marqué dans le règlement, mais après on fait avec les moyens qu'on a. Il y a beaucoup de règlements qui ne sont pas appliqués non plus en France. Christopher Perron, je me permets de répondre, vu que vous avez traité la question orale maintenant. La question était, à quel moment, en fait, avez-vous reçu l'information que le prestataire ne pourrait pas vous donner l'information? Je viens de dire que ce n'est pas le prestataire. Nous, on a reçu le document, et nous, on a un document brut, donc sans ligne sautée, etc., c'est retranscrit. Et nous, après, on va sauter des lignes, remettre des paragraphes, vérifier qui a parlé, corriger les fautes, et que ça soit lisible. Si on prend un texte brut, c'est incompréhensible. Et du coup, Christopher Perron, il y a 2 remarques par rapport à ça. Par le passé, il y a déjà eu des délais aussi courts, pour lesquels, en fait, les comptes rendus ont été donnés, les PV. Et l'autre question, c'est qui a déjà été posée par le passé. On a pris ce prestataire pour gagner du temps. On s'en rend compte que ça ne fait pas forcément gagner tant que ça. De votre côté, vous devez rédiger beaucoup. On n'a pas pris ce prestataire pour gagner du temps. C'est ce que vous avez dit. Il retranscrit l'ensemble des propos. Et c'est bien pratique parce que tout à l'heure, je vais répondre à des questions en reprenant des propos du conseil municipal de l'an dernier. Et c'est bien d'avoir une trace écrite de tout ce qui a été dit. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Après, on n'est peut-être pas des champions, mais je pense que ce n'est pas une priorité pour la municipalité de traiter les PV. On a autre chose à faire de plus important et de plus intéressant. Et si vous posiez moins de questions, ça serait peut-être plus facile et ça serait moins long. Christopher Perron, là-dessus, nous sommes d'accord de poser moins de questions si on a plus de réponses, par avance plus d'éléments pour pouvoir travailler et ne pas être aussi dérangé. L'autre question qui était sous-jacente, c'était aussi, le PV a été attendu pour le prochain conseil municipal. Là, on souhaiterait pouvoir en disposer plus rapidement, les prochaines fois. Le PV fait partie des pièces officielles du conseil, il doit être approuvé au conseil municipal, donc c'est une pièce obligatoire du conseil municipal, donc obligatoirement, il est approuvé par le conseil municipal. Donc en aucun cas, il est envoyé avant. Donc Christopher Perron, la question est la suivante. Dans ce cas-là, changeons l'article en question du conseil municipal. Non, parce qu'on sera retoqué. C'est un texte qui a été fait par l'AMF, on ne peut pas y mettre ce qu'on veut, parce que sinon, moi j'aurais mis dans la mesure du possible, ou quand on pourra. C'est la même chose. Donc en gros, pour résumer, vous ne donnez pas les PV au bon moment, c'est pas en accord avec le règlement intérieur que nous avons signé, ça ne vous pose pas de problème. Vous pouvez rester au tribunal si vous pensez qu'il y a des choses à gratter. On va prendre maintenant l'ordre du jour, donc les PV, s'il n'y a rien de spécial, donc je vous propose de voter. Donc qui est contre ces PV? Qui s'abstiennent? 3 abstentions. Donc sur les 2 PV. 2 ou 3? 4. Sandrine Lafont aussi. C'est bien. Sur les 2, hein. On est bien d'accord. Sur Oui, les 2 approbations. Alors, sur l'ordre du jour, nous allons commencer par Audrey sur le renouvellement de la convention tripartite. Audrey Tardieu. Par délibération du 6 avril 2022, le conseil municipal avait approuvé la convention à signer avec les foyers ruraux pour la gestion de l'espace jeune, à compter du 1er juillet 2022. Comme cela avait été annoncé dès le début, cette convention avait été élargie à un partenaire associatif local, en l'occurrence l'association Jeunesse et Loisirs du Haut, par une délibération du numéro 2023-0107 en date du 15 mars 2023. La convention a ensuite été modifiée à la marge par délibération 2024-0103
pour tenir compte de l'évolution du mode de financement décidé par la CAF lors du conseil municipal du 30 janvier 2024. La dite convention arrivée à échéance le 31 décembre 2024, les parties se sont rapprochées au printemps 2024 et après avoir réalisé un bilan commun des 2 années et demie écoulées, ont convenu de renouveler la convention par une nouvelle période de 2 ans. Le montant de la participation de la commune pour l'exercice 2025 est évalué à 40 661 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose de voter. Et qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci. Point suivant, vous êtes? Marche-t-il? Faut baisser, ouais. Allô, oui. Audrey Tardieu. Donc, par délibération 2023-05-06 du 13 décembre 2023, le conseil municipal avait approuvé la nouvelle convention assignée avec le Muretin Agglo pour la mise à disposition des locaux scolaires au Muretin Agglo pour les ALAE et les LSH. Le Muretin Agglo a adressé à la commune un projet d'avenant 1 pour mettre à jour la liste des locaux mis à disposition pour l'année 2024-2025. Comprenant notamment les nouveaux locaux des ALAE. Il est proposé donc au Conseil d'approuver cet avenant et d'autoriser M. le maire à la signer. Question. Propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nathalie Raïl. Donc, BP 2025, autorisation d'exécuter le BP avant son vote. Donc, l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales précise que dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits au budget de l'exercice précédent, c'est-à-dire non seulement les dépenses inscrites primitives au budget supplémentaire, mais également celles inscrites dans les décisions modificatives. Le montant total des crédits nouveaux ouverts au budget 2024 étant de 3 015 669 €, l'autorisation d'ouverture anticipée pour 2025 portera sur un total de 753 924 € et 75 centimes. Donc, le budget primitif 2025 devant être voté en avril, il est proposé d'autoriser l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement des chapitres 20, 204, 21, 23, 27 dans les limites indiquées ci-dessus. Merci. Donc, c'est une délibération qu'on prend chaque année. Il n'y a pas de question, il faut pas de voter. Qui est contre? S'abstient? L'unanimité, merci. Sandrine Lafont s'abstient. La même chose sur le CCAS. Oui. Donc, un compte sur subvention CCAS. Donc, le budget annuel du CCAS est de faible importance et la recette est essentiellement assurée par la subvention de la commune. La trésorerie du CCAS reste elle aussi assez faible tout au long de l'année, mais est particulièrement faible en début d'année budgétaire. Donc, pour éviter de se trouver dans une situation de trésorerie tendue face aux dépenses, il est proposé d'autoriser à verser avant le vote du budget de la commune et du CCAS un acompte de la subvention annuelle de 25% de la subvention 2024 Il faut qu'on frappe. Oui, il y a une faute de frappe. de 12 000 €, soit un montant de 3 000 €. Cet acompte ne sera versé qu'en cas de nécessité. Pareil, délibération classique, s'il n'y a pas de question, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'unanimité. Le tour de la régie, c'est possible. Clôture de la régie et du budget annexe des énergies renouvelables. Donc, par délibération 2023-05-09 du Conseil municipal du 13 décembre 2023, le Conseil avait adopté le principe de création d'un budget annexe pour l'activité de production et revente d'énergie renouvelable dans le cadre du projet de création d'une centrale solaire photovoltaïque sur les toits des ateliers municipaux. Donc, par délibération 2024-03-09 et 2024-03-10 du Conseil municipal du 10 avril 2024, la commune avait ensuite décidé, en application de la réglementation en vigueur,
de créer une régie pour porter la création d'une centrale solaire photovoltaïque et avait créé son budget annexe par cette activité. L'arrêté paru le 10 juillet 2024 est venu créer un seuil de 1 mégawatt en dessous duquel les collectivités sont exonérées des obligations de création d'une régie et d'un budget annexe pour les activités à caractère de FPIC. Donc, le projet de la commune étant une puissance inférieure à 100 kW, il nous place en deçà du seuil. Donc, la commune étant plus soumise à ses obligations après échange avec les services de la DGFiP et avec la trésorerie, et sachant qu'aucune écriture n'a été passée sur les 10 budgets annexes, il est proposé au conseil municipal de clôturer à la fois la régie et le budget annexe des énergies renouvelables. Ce dernier ne fera même pas l'objet d'un compte administratif ou d'un CFU pour l'année 2024. À compter de 2025, les opérations relatives à la production et à la vente d'énergie renouvelable feront l'objet d'un traitement classique au budget principal de la commune. Parfait, bon, cela simplifie quand même bien le compte. Oui, Nathalie Marty, juste une question. Est-ce que ça a démarré le projet ou pas du tout pour l'instant? Il n'y a pas de coûts qui ont été engagés. Il n'y a pas de coûts qui ont été engagés. On est toujours en phase d'étude. Visiblement, on votera une première partie sur les envoyeurs au prochain conseil. C'est à Dusdec. Moi, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Claudine, sur le cimetière. Claudine Grandé. Historiquement, la commune ne propose que des concessions perpétuelles dans son cimetière. Comme beaucoup d'autres communes, la volonté pour assurer une gestion prudente et durable de la ressource rare que constitue l'espace disponible dans un cimetière est de basculer vers des concessions plus courtes. Donc, en application de l'article L 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, la compétence pour fixer les catégories de concessions offertes dans le cimetière communal appartient au conseil municipal. Donc, il est proposé au conseil municipal de décider, à compter du 1er janvier 2025, la création de concessions trentenaires et cinquantenaires au cimetière municipal et de supprimer les concessions perpétuelles. Donc c'est très difficile de rappeler des concessions quand elles sont plus utilisées, qu'il y a plus de descendants, donc il est plus prudent de faire ça, sachant que ça sera renouvelable. Donc effectivement, si les descendants veulent renouveler 30 ans à nouveau ou 50 ans à nouveau, ils auront la possibilité de le faire. Claire Combat, je voulais vous demander, est-ce que le prix des concessions, comment ça marche? C'est payant sur Ah oui, c'est payant. la concession, je suppose. Le prix des concessions n'est pas aujourd'hui fixé, il sera fixé en fonction de ce qui se pratique dans différentes communes du même type, mais ce n'est pas encore fait, mais ce sera fait prochainement. Et c'est à voter en conseil, non? Non, ce n'est pas à voter en conseil, c'est une décision du maire. Okay. Merci. Il faut poser voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Claudine à nouveau pour le PFO. Alors, pour la convention préopérationnelle avec le Muretin de l'eau et l'équipement public foncier d'Occitanie. Donc, cette délibération s'inscrit dans un objectif identifié dès la révision du PLU voté fin 2019, soit celui de permettre un développement économique structuré. Se rajoute à cet objectif celui d'un renforcement de la desserte ferroviaire et d'en faire un pôle d'échange multimodal. Mais ceci ne concerne pas la délibération. Le pôle d'échange multimodal n'est pas concerné par la délibération d'aujourd'hui. Tous les terrains mutables n'appartiennent pas tous à Artéris et à la SNCF. De plus, on s'interroge sur le devenir de certaines propriétés en mutation à proximité, dont une propriété déjà communale. Comme c'est Muretin qui a la compétence dans l'aménagement de zones d'activité, le pilotage des études à conduire se fera sous la maîtrise d'ouvrage de Muretin. Et la convention avec l'établissement public foncier d'Occitanie en tient compte également dans l'obligation de rachat des propriétés concernées par la convention à l'EPFO. Donc vous avez vu le détail avec le périmètre qui est concerné. Donc je ne rentrerai pas si vous souhaitez, à moins que vous le souhaitiez dans la lecture de la délibération qui est assez bon.
Pas de questions? Si, nous avons des questions. Christopher Perron, nous avons des questions sur la délibération 7. Est-ce que vous pouvez clarifier sur le fait qu'il y ait une étude qui a été lancée par la commune et le PFO, justement sur ce sujet-là, parce qu'il est évoqué globalement, on va dire, un chiffre de 4 millions. Comment ce 4 millions a été... Alors, bon, c'est des questions qu'on avait déjà vues. 4 millions, c'est simplement un plafond. Ok. Quant à les études, elles ne seront pas lancées encore. Donc c'est un plafond de 4 millions pour... Oui, c'est un plafond qui est fixé à l'EPFO. Ça comprend de l'achat de C'est un de plafond. foncier. C'est un plafond pour racheter des propriétés. C'est Ok. pas du tout le plafond pour l'étude. Non, c'est pas le plafond de foncier, oui. Pas lancé du tout. Donc après, Oui, non, par il n'y a pas de contre, souci. s'il y a des propriétés qui mutent, on peut racheter jusqu'à hauteur de 4 millions. Et effectivement, les silos qui appartiennent à Artéris et à SNCF, je ne sais pas le coût, mais tant qu'ils soient à 2 millions, on aura la possibilité de les planter, de les racheter. Mais ils ne seront pas là de toute façon, puisque SNCF sera partie prenante au projet. Mais des propriétés autour, c'est intéressant pour ce pôle multimodal d'avoir du stationnement, d'avoir autre chose. Donc c'est important que l'assiette soit suffisamment grande pour qu'on puisse lutter vers ce projet. Christopher Perron, cette assiette de 4 millions, c'est... L'assiette, c'est un plafond. Ce plafond, on va dire ce plafond de 4 millions, et vaut pour le Muretin-Anglo plus Juste Arrêt dans cette opération. Ou c'est vraiment l'ensemble des deux acteurs pour l'opération. Ok. Robert Morandé, juste une question. Il va falloir faire attention de dire à la police municipale qu'elle surveille parce qu'il y a déjà des déchets, il y a des camions qui déversent des... C'est une propriété privée. C'est le propriétaire qui a... Ou alors avertir le propriétaire qui ferme le portail et tout. Parce que le portail était ouvert et la porte pomme est ouverte. Les gens du voyage sont déjà venus et ils ont donné merci. Christopher Perron, il y avait une question sur globalement le périmètre en fait qui a été défini dans les annexes en fait du document. Le passage à niveau était exclu du périmètre. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi en fait il n'a pas été pris en compte? Le projet est un projet de zone d'activité et de pôle d'échange multimodal. La question de la sécurisation du passage à niveau, c'est un autre sujet. Je ne dis pas qu'on l'ignorera, puisqu'il y aura des interlocuteurs à la SNCF, mais on ne va pas traiter tout ça en même temps. Ce n'est pas les mêmes acteurs, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc voilà, c'est exclu. Parce qu'il n'y avait pas, pour continuer sur la question, il n'y avait pas le sujet en fait que de la sécurisation, il y a aussi par rapport à l'attrait d'une telle zone sur Juste Arrêt. On se rend compte en pratique que quand on vient de Toulouse, qu'on veut aller sur Juste Arrêt, la fréquence est très mauvaise et il y aurait besoin d'avoir un dédoublement des voies. C'est pas du tout à l'étude dans ce cadre-là. C'est pas l'étude, c'est absolument pas dans l'ordre du conseil municipal, c'est un sujet qui sera traité dans le projet de service express régional métropolitain. Ma question, pour rebondir sur votre remarque, ma question est tout de même pertinente dans le sens où on va aménager une zone. Actuellement, il n'y a qu'une voie ferrée. Donc le fait d'avoir une double voie ferrée potentielle a un impact aussi. Si tu nous demandes qu'il y a une autoroute qui vient desservir Juste Arrêt, ce n'est pas de notre compétence non plus. Là, la voie ferrée, ce n'est pas de notre compétence, donc ça n'a rien à voir au conseil municipal. La remarque est dans une bonne intelligence. Je ne dis pas que ce n'est pas intelligent, mais ça n'a rien à voir avec le conseil. En tout cas, le projet au niveau foncier ne touchera pas à la voie ferrée et ne n'opérera pas la possibilité de faire le double voie. Voilà. C'est deux choses qu'on demande. C'est ça qui est important. D'accord. Merci. L'information, en gros, ce projet partira sur une simple voie. Ok. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas incompatible. C'est deux choses différentes. Vous intégrerez la possibilité d'avoir une double voie dans le projet. C'est pas nous qui serons décisionnaires. Mais ça, on est d'accord. SNCF. On est d'accord. C'est l'emprise SNCF. Mais dans le projet, si le projet, Nathalie Marty, si le projet ne laisse pas la possibilité après de faire une double voie, c'est dommage. Ouais. Donc j'imagine que vous allez. C'est pas de notre responsabilité. Mais c'est pas le. Ça n'est pas Dans le exclu. projet qui peut être fait avec le PFO, il faudra bien tenir Et si compte. le projet SNCF, il le fera dans 40 ans ou dans 50 ans. Les projets SNCF, c'est pas du tout à l'échelle de temporalité qu'on a. On peut peut-être se dire qu'on ne va pas construire un bâtiment juste en bord de. Le bâtiment, il est dans notre emprise à nous. Il n'est pas dans l'emprise des terrains, ils sont réservés par la SNCF. Oui. Donc là, vous partez dans des délires, c'est pas du tout dans notre compétence. Christophe Perron, c'est pas du délire. Parce que votre réponse est pertinente dans le sens où vous dites que le terrain de la SNCF permettrait dans tous les cas de pouvoir mettre trop de voies et ça ne nous impacte pas. Cette réponse, voilà, c'est très bien ça. Merci. Les déchets sont chez nous. Si vous embêtez les déchets, c'est chez nous. C'est pas notre propriété privée. C'est pour ça que je le signalais. Comme c'est derrière le portail, c'est derrière le portail. Oui, non. Mais c'est pas chez nous. Hein, parce que même le devant du portail, c'est pas chez nous. Non, mais c'était sur le côté. Sur le côté, c'était. Oui.
Et en plus, je n'ai pas pu l'attraper parce que j'allais à la déchetterie. Le temps que je passe le tour, hop, il était déjà parti. On en dira la PM. Il y avait deux. Christophe Opéron, on avait deux dernières J'étais questions. en voiture, monsieur Cotte. Christophe Opéron, Je je vous me ferai perdre le point. Je me permets de prendre la parole. Christophe Opéron, on avait deux questions de l'analyse des zones. Apparemment, il y a des zones parcellaires qui seront remises en gestion au Muretarglo. Une autre partie qui serait de gestion à la commune. Donc, il y a tout un cadastre par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui explique, on va dire, ce découpage-là? Quelle est la volonté de la commune dans ce découpage? Il n'y a pas de volonté particulière. Le Muretarglo a la compétence sur tout ce qui est transport et commerce. S'il y a des parties logements, ça sera peut-être à la commune. Parce que la parcelle qui représente Sterella, il me semble qu'elle est sur la partie communale. Mais si c'est un aménagement global, elle pourrait être sur la partie Muretarglo au final. Ça dépendra de ce qui sera préempté ou pas préempté. On n'a pas la vision sur ça. C'est communal. Oui, aujourd'hui, c'est la commune qui a l'application de machin. Et la dernière question, c'était au niveau, sur cette zone-là, il y a beaucoup d'habitations. Que se passe-t-il pour les personnes qui ne prévoient pas de vendre et pour les personnes qui souhaiteraient vendre leur propriété, quel serait l'impact à l'heure actuelle au niveau des parcelles qui sont sous le couvert de la commune de Pain-Justerac? Bien, dans la mesure où les propriétaires ne souhaitent pas vendre, il n'y a pas d'obligation de vente. Hein. Après, il peut y avoir une négociation à l'amiable dans le cadre d'un projet. Et après, la deuxième partie de la question, c'est La deuxième partie de la question, c'est plus dans le cas en fait de ceux qui souhaitent vendre. Est-ce qu'il y a déjà une volonté de préemption, on va dire, sur certains terrains? Ah non, c'est pas, à ce stade-là, c'est trop précoce. C'est vraiment un périmètre large et qui doit avoir des études, mais on n'a pas de prépositionnement là-dessus. Non. Ok. Donc, il faut comprendre que le périmètre qui a été défini globalement large et dans l'opération pourrait être. Oui, c'est le PFO qui a souhaité d'ailleurs avoir un périmètre large. Il y a, comme je l'ai dit, je crois, il y a simplement un terrain communal qui fait partie du périmètre et une maison qui est aujourd'hui en vente. Bon voilà, ça peut faciliter les choses, mais le périmètre, aujourd'hui, on sait que les fournisseurs ne voudra pas vendre, pas besoin. Ok. Merci. On n'aura pas les moyens de cacher non plus. Il est large, c'est large. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La session, Claudine. Alors, voilà, la cession à la commune des espaces publics de l'opération Nevada. Donc, le permis de construire délivré à la SCI Résidence Nevada. Donc, tout le monde sait que c'est la dernière construction en bas de la rue Sainte-Barbe sur le chemin de Croisette. Donc, c'est la Résidence Nevada pour la construction de la résidence prévoyait l'implantation des bâtiments à l'alignement d'un recul imposé par le règlement graphique du PLU, rue Sainte-Barbe et chemin de la Croisette. La résidence Nevada est achevée et la société civile immobilière Résidence Nevada propose de céder à la commune à l'euro symbolique les espaces issus de ce retrait et constituant de fait la nouvelle limite du domaine public. Il s'agit de la parcelle cadastrée section A0406 d'une superficie de 78 mètres carrés qui correspond au trottoir élargi devant la résidence, chemin de la Croisette, et de la parcelle cadastrée section AO391 d'une superficie de 47 mètres carrés constituée d'un espace vert planté et de l'accès en pavé à la résidence côté rue Sainte-Barbe. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions de cession par Résidence Nevada à la commune de ses fonciers et d'autoriser le maire à signer les actes à intervenir. Le prix, c'est un gros symbolique. Oui. Voilà, donc c'est des parcelles qu'on est obligé de reprendre de toute façon pour qu'elles soient intégrées dans le domaine public. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions qui peuvent voter, donc qui contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Claudine, pour les parcelles chemin de la Croisette. Alors, la commune a demandé au Muretarglo de travailler de façon générale sur les liaisons cyclables sur le chemin de la Croisette. À l'occasion des études préalables, la commune a constaté qu'une partie des trottoirs du côté est du chemin était toujours sur une propriété privée appartenant à la division Corse. Vous voulez, en gros, c'est le trottoir qui est du côté du centre commercial. Donc, la commune est entrée en contact avec les représentants de la division et leur a proposé de régulariser cette situation en achetant le foncier en question.
Dans la division COF ayant donné son accord de principe à cette vente, la commune a missionné un géomètre pour délimiter le périmètre d'acquisition. Il est donc proposé au conseil municipal de décider l'acquisition de la parcelle cadastrée AO 404, une surface de 305 mètres carrés auprès de la division COF au prix de 1 euro du mètre carré, soit un total de 305 euros. Et les frais annexes de cette acquisition sont à la charge commune. Christopher Perron, j'ai une question par rapport à ça. C'est un projet cyclable. Pour corriger les termes, c'est en fait le projet de faire un piéton cycle, c'est bien ça? Dans cette zone-là, on en a discuté un petit peu en commission mobilité, et il paraît difficile d'avoir une zone vraiment sécurisée. Donc l'acquisition de ces terrains fait sens au niveau communal. Après, en tant que tel, je ne comprends pas comment on va pouvoir faire un passage purement sécurisé pour les vélos. C'est impossible, en fait, si tu connais une piste cyclable qui n'est pas traversée par un accès quelconque, c'est impossible. La piste cyclable entre la Barthe et Muret, ben, il y a plein de maisons où les gens sortent. Un accès sécurisé 100% de vélo, ça n'existe pas. La piste que vous parlez, c'est une piste cyclable ou une piéton cycle? C'est un piéton cycle. Parce que du piéton cycle, c'est quand même dangereux. En l'occurrence, sur la... Comment faire? Si tu as une solution, connais pas moi. Il y a une commission sur laquelle on peut en discuter. Et dans Non, ce la cas... commission, elle n'a pas les solutions non plus. C'est pas un projet finalisé aujourd'hui quand même. C'est pas un projet finalisé. Moi, Christopher Perron, ce que je veux dire, j'alerte sur le fait, pour pratiquer souvent la zone, que là, un trottoir qui n'est pas très large, notamment pas très loin de chez vous, monsieur le maire... Il n'a pas vu le programme. Il peut être élargi, la voie peut être modifiée. Partagez-le. Pour l'instant, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux que les Chaussidou, parce que les Chaussidou, il y en a à Pinsaguel, c'est beaucoup plus dangereux. Partout à Pinjutaré, on roule quand même sur des endroits sécurisés. C'est partagé, ça c'est un point de vue le Chaussidou. C'est en fonction de l'aménagement. Pardon, Nathalie. C'est pas non plus. Okay. Propose de voter. Attends, Nathalie, juste, on envisage du coup de relier la piste cyclable par le côté centre commercial vers la gare, ou est-ce que... Je regrette que si les Rimoulichous ne sont pas là, parce que le fait, là-dessus, sur ce secteur-là, avec la place René Loubet, c'est encore en réflexion. Donc, la réalisation de la piste... De toute façon, on va prolonger jusqu'au rond-point du lycée. Quoi, en fait. Oui, mais de quel côté? Donc là, on va aller jusqu'au rond-point du lycée de ce côté-là. Ah, mais donc côté Oui, centre commercial. C'est pour ça qu'on achète le trottoir. Oui, mais ça veut dire jusqu'au bout, quoi. Oui, mais ça a déjà commencé, il y a déjà un morceau qui est fait. Oui, ça d'accord. Donc je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On arrive sur une création de postes. Donc une délibération aussi assez classique sur la création de postes de saisonniers pour 2025. Donc pour les services techniques et pour les services administratifs. Donc comme chaque année, il est proposé au conseil municipal de procéder à la création de postes d'emploi saisonniers pour les services techniques 2025 avec un poste en juin, 2 en juillet et 2 en août et 1 en septembre. Et il est proposé aussi de créer un poste saisonnier pour les services administratifs sur le mois de juin, juillet, août, septembre, en précisant que le poste ne sera pas forcément pourvu pour toute la période, mais en fonction des besoins. Donc ça permet quand même à des jeunes de la commune d'avoir leur première expérience professionnelle et en général un enrichissement pour tous pour leur première expérience. Il n'y a pas de questions, il faut pas voter. Contre, s'abstient, unanimité, merci. Si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer de rajouter une délibération sur table qui n'était pas prévue à l'ordre du jour. Donc c'est sur la solidarité avec la population de Mayotte. On va distribuer le texte. On l'avait déjà fait pour... On avait déjà fait pour le Maroc et pour la Tunisie. Pour le Maroc et la Turquie. La Turquie, c'est ça. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L1111 du Code général des collectivités territoriales, vu l'urgence de la situation face au passage du cyclone Chido qui a délassé l'île de Mayotte, l'AMF, en partenariat avec la Protection civile, la Croix-Rouge, France Urbaine, l'ANEL et l'UNCAS, a appelé les communes et les intercommunalités à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population de Mayotte. Non, c'est pas. Le gouvernement et l'ensemble des associations agréées de la sécurité civile sont bien évidemment mobilisés pour accompagner la population frappée par cet événement dramatique. Sensible au drame humain et aux dégâts matériels de cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle, la commune de Pinjutaré tient à apporter son soutien et sa solidarité à la population de Mayotte
Panjustar contribue à soutenir les victimes du cyclone Chido à Mayotte dans la mesure de ses capacités de la manière suivante, en faisant un don de 1 000 € à la protection civile, dont le siège est situé à Pantin. Voilà. Je propose de voter s'il n'y a pas de questions. Christopher Perron, juste une question pratique. Comment ça se passe pour les communes au niveau d'un don? Est-ce qu'il y a une défiscalisation pour la commune par la suite ou non? C'est dans 1 000 € par okay. Donc, est-ce qu'il y a des personnes contre? Unanimité, merci. Donc, il me reste le compte rendu des décisions. Donc, il y en a assez peu puisqu'on est en fin d'année. Donc, 3 décisions. L'emprunt qui était prévu au budget a été réalisé pour financer les investissements et notamment ce qui était prévu pour les arrêts. Le tarif du marché aux plantes et un virement de crédit de fongibilité en cas d'une acquisition foncière. Et puis après, on reste sur le droit de préemption classique où il n'y a pas de préemption pour la commune. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. On peut passer maintenant aux questions diverses. Donc sur la première, je considère qu'on a répondu par rapport au PV. Christopher Perron, pour terminer la question 1, oui, là-dessus, je considère que vous n'avez pas apporté les éléments, on va dire, permettant de bien comprendre la situation. Vous les avez expliqués à l'oral, mais vous n'avez pas indiqué, par exemple, quand est-ce que vous avez reçu typiquement le dossier de la part du sous-traitant. Mon utilité, elle est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que la dernière fois, il a été possible de le faire au bout d'un mois. Cette fois-ci, il y a des circonstances qui peuvent expliquer que. Donc, je vous pose juste simplement la question, est-ce que vous pouvez apporter des éléments? Je pouvais pas. Damien me fait remarquer quelque chose. On a aussi, avant les questions diverses, on avait les réponses du SDEG à apporter aux questions de Christopher Perron. C'est pas pour le public non plus. Ça, c'est une question que je vous pose au SDEG. C'est dur, là. Okay, merci. Je vais pas vous Une note à l'attention de M. le maire de Panjustar, donc les réponses du SDEC suite aux questions de M. Christopher Perron de la commune de Panjustar. Donc voici les éléments de réponse aux différentes questions posées par M. Christopher Perron au président du SDEC. Donc en 1, projet de mise en valeur de l'église de Panjustar. L'examen de l'avant-projet sommaire transmis par le SDEC à la commune a appelé les observations suivantes de la part de M. Perron. La puissance d'éclairage envisagée est de 898 watts LED, soit environ 90 000 lumens. Il est donc proposé 7 fois et demi plus de lumens qu'avant, soit un projet nettement plus lumineux et contraire à une recherche d'abaissement de pollution lumineuse nocturne. Par ailleurs, la lumière proposée est un mélange de blanc chaud, 3000 K, et blanc, 4000 K, pour 2700 K maximum recommandé par le SDEC. Cela va aussi au contraire de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Nous demandons des explications détaillées sur les objectifs du projet proposé et nous doutons de plus que le projet favorise la biodiversité avec un tel niveau d'intensité d'éclairage et de tonalité blanche. La réponse du texte. L'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses a introduit une réglementation complexe à analyser et donc à appliquer. Face à des difficultés d'interprétation, le syndicat de l'éclairage a publié le manteau ci-après qui permet de répondre à certaines interrogations. Bon, il y a un tableau, vous l'avez sous les yeux, je ne vais pas vous détailler. On constate donc qu'après la réglementation, la température de couleur de l'éclairage peut être de 4000 Kelvin pour de nombreuses applications, CF partie encadrée en rouge.
C'est notamment le cas des projets de mise en lumière du patrimoine, façade de bâtiments par exemple, d'éclairage de jardin, de terrain de sport et bien entendu pour tous les éclairages événementiels. La mise en lumière du patrimoine bâti nécessite la création de contrastes et de jeux de lumière impliquant l'utilisation de puissances et de teintes différentes. Ainsi, le projet du SDEC de mise en valeur de l'église, qui prévoit des températures de couleur de 4000 Kelvin, est bien conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018. D'autre part, M. Perron s'interroge également sur le flux lumineux total et sur le coût du projet. La puissance d'éclairage envisagée est de 898 watts LED, soit environ 90 000 lumens. Notre analyse. Il est donc proposé 7 fois et demi plus de lumens qu'avant, soit un projet nettement plus lumineux et contraire à une recherche d'abaissement de pollution lumineuse nocturne. Ce rapport mentionne également une économie financière pour la commune avec un gain financier de 417 € par an. Il faudra, selon nos calculs, 77 ans pour rentabiliser la nouvelle installation avec 37 000 € à notre charge. Où est l'économie financière mise en avant? Nous ne comprenons pas l'économie annoncée de 48% par an. Comment est calculé ce chiffre? Voilà. Réponse du SDEC. Pour ce projet de mise en valeur patrimoniale, une erreur s'est glissée dans le texte de la délibération APS que le SDEC a transmis à la commune. En effet, ce ne sont pas 8 projecteurs de 150 watts qui éclairent aujourd'hui l'église, mais 10 projecteurs de 250 watts en sodium haute pression pour une puissance totale de 2500 watts. Par ailleurs, le flux lumineux de chaque projecteur, lampe Philips Master Sompia plus 250 watts, est de 30 000 lumens. CF extrait donc de la documentation du fabricant ci-dessous. Par conséquent, le flux lumineux total existant est de 300 000 lumens et non de 12 000 lumens comme calculé par M. Perron. Voilà. Alors, le projet, donc il y a un tableau, voilà, je reprends les références du fabricant. Le projet prévoit l'installation de réglettes à LED pour un total de 898 watts pour un flux lumineux total de 71 361 lumens, répartis comme suit. Deux projecteurs LED faisceau extensif 12 watts, donc ce qui fait que 1490 lumens, soit 2984 lumens en totalité. 4 projecteurs LED Gobo long 52 watts, ce qui fait en total 12 445 lumens. 2 réglettes LED 3 watts, donc ce qui fait au total 442,4 lumens. 9 réglettes LED 12 watts, ce qui fait au total 9554,4 lumens. 8 réglettes LED 24 watts, ce qui fait au total 16 984 lumens. Et 10 réglettes LED 36 watts, ce qui fait 28 951 lumens. Non, c'est pas le total. Donc, puissance totale installée, 2500 watts. Alors, avant, sur la puissance installée, il y avait 2500 watts de flux lumineux, il y avait 300 000 lumens. Après, il y a 898 watts et 71 361 lumens. Ce qui fait. Pardon. Non, vous n'êtes pas d'accord, pour écrire au SDEC. Ce qui fait 228 639 lumens en moins, soit une réduction de 76%. Christopher Perron, je me permets de réagir un petit peu sur l'ensemble. Pour information, le SDEG nous a transmis à moi et à Philippe quelques informations en attendant. Cette information, je leur ai demandé aussi de pouvoir me la transmettre, parce que j'étais intéressé de comprendre où il y avait certains écarts. Ce que je constate, c'est que lors des échanges que nous avons eus lors du conseil municipal du 15 octobre, d'une, vous n'avez pas su répondre sur le projet, de deux, les chiffres étaient erronés. Donc sur cette base-là, tous mes calculs sont forcément erronés, et ça je l'admets honnêtement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que je découvre dans ce document-là, c'est un tableau très intéressant qui permet l'interprétation de comprendre que du 4000 Kelvin peut être exceptionnellement possible sur des bâtiments, ce qui n'est pas évident, et bien expliqué par le SDEC. Donc ce point-là est très intéressant. La notion que l'éclairage, ce n'est pas du tout celui qui était défini dans la délibération, pour moi, ça explique clairement la différence de puissance, parce que la technologie étant différente, ce n'est pas les mêmes lumens qui s'appliquent. Donc clairement, mon calcul était faux, il n'y a pas de problématique là-dessus. Et on en tient compte, on va continuer sur la lecture. Oui, parce que j'ai pas fini.
Vas-y. Le financier, c'est Alors, le financier. concernant les économies financières, un projet de mise en valeur patrimoniale ne poursuit pas exactement les mêmes objectifs qu'une rénovation classique d'éclairage public. En effet, la recherche qualitative de l'éclairage est prédominante dans ce type de projet, et à ce titre, afin d'ajuster au mieux les puissances et les températures des couleurs utilisées, le SDEC a prévu de réaliser des essais de nuit en présence de la commune et de l'entreprise installatrice. D'autre part, l'économie financière mentionnée dans la délibération correspond à l'économie sur la consommation annuelle d'électricité. Elle n'a pas de lien avec l'investissement propre aux travaux qui sont eux subventionnés par le SDEC à 50%. Après correction de la donnée d'entrée 10 projecteurs de 150 watts et non 8 de 150 watts, voilà ce que donne le calcul qui intègre une majoration de 10% de la puissance existante en raison des ballasts ferromagnétiques. Voilà. Donc le tableau avant en puissance il y avait 2750 watts, après il n'y a plus que 898 watts. L'économie consommée avant c'était 6531 kWh par an, et ça ne sera plus qu'après 2133 kWh par an, qui fait un gain énergétique, et non pas financier, de 67%. Le gain énergétique, oui, donc de 60%. Enfin, la mise en valeur de l'église de Bains-et-Vistarès s'inscrit dans un programme global de requalification d'ensemble, rue Sainte-Barbe, rue de la Bourdasse, mise en valeur de la mairie prochainement, rénovation du parc de la mairie. Aussi, le rendu final est important. Programme LED++ routier. L'éclairage à LED est ressenti par M. Perron comme nettement plus fort par rapport à l'éclairage antérieur, d'une couleur blanche bien plus froide et éblouissante, car le cône de lumière n'est pas contrôlé, entraînant des éblouissements. De nuit, l'éclairage est notable, il est presque possible de rouler sans phare sur son auto. Après changement, le système LED mis en place ne possède pas de rebord abat-jour, permettant une non-diffusion de la lumière de façon parasite sur le latéral. Monsieur Perron précise également que, étant donné la hauteur du mât routier, il est fort probable qu'un éclairage fort ait été choisi alors qu'il s'agit d'une zone purement résidentielle disposant peut-être historiquement de ce type de candélabre à l'ancienne sur un poteau de type EDF. Enfin, M. Perron souhaite que le SDEC s'assure du respect du confort de l'habitat afin de ne pas perturber la quiétude avec un éclairage qui ne serait pas adapté à la typologie des lieux. La réponse du SDEC, puissance. La puissance des appareils déposés dans le secteur de l'impasse Pédonneau, cité en exemple par M. Perron, allait de 70 à 100 watts en sodium haute pression. Les appareils à LED posés en lieu et place ont une puissance de 36 watts, donc bien inférieure à l'électricité. Christopher Perron, pour rebondir, 36 watts, c'est bien la puissance qui avait été dite par Vincent Garouste au niveau de l'éclairage routier. En éclairage non routier, c'est du 20-24 watts dans ces eaux-là. Sur les marrons, on avait précisé que les mâts routiers, c'était les marrons. Oui, exactement. Sur les routiers, donc c'est 36. C'est exactement la remarque. L'objectif, la remarque qui a été faite au SDEC, c'est que historiquement, on se trouve des poteaux très hauts dans une zone qui est finalement résidentielle. J'ai dit que dans ma zone, dans mon espace, c'est pareil, et on ne va pas changer les poteaux dans toute la commune. Monsieur Garriot, ce n'est pas la question, ce n'est pas la remarque. Peut-être c'est écrit un peu par la suite. C'est pas la remarque que j'ai proposée au SDEC. J'ai indiqué. La lecture. Abaissement et extinction. Les luminaires rénovés sont tous équipés de dispositifs électroniques permettant l'abaissement en cœur de nuit. Toutefois, la commune de Saint-Just-Arrêt pratiquant l'extinction de l'éclairage public, cette option n'a pas été activée à ce jour, mais reste programmable à l'avenir. Température de couleur. La couleur de la lumière émise par ces nouveaux appareils, 2700 Kelvin, est certes plus blanche que celle du sodium haute pression, 2200 Kelvin. On est loin des températures de couleur qualifiées de froides, au-delà de 4000 Kelvin, qui sont d'ailleurs proscrites par l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et la limitation des nuisances lumineuses, à l'exception des catégories indiquées dans le tableau précédent. La température de couleur 2700 Kelvin des appareils à LED posés par le SDEC se situe donc dans la catégorie des blancs chauds. Plus la température de couleur est élevée, plus la lumière est blanche et froide. Ainsi, les appareils posés par le SDEC respectent la réglementation 2700 Kelvin, étant une température de couleur plus chaude que la limite de 3000 Kelvin autorisée par l'arrêté.
Concernant l'éblouissement, les appareils posés dans le cadre du programme LED++ ont une inclinaison de 0 degré. Sur ce point également, ils sont conformes aux descriptions de l'arrêté du 27 décembre 2018. Christopher Perron, une remarque, ça a été faite au SDEG sur ce paramètre-là. Le 0 degré n'a pas été remis en cause parce que les installateurs sont professionnels, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la topologie de l'éclairage, quand je mentionnais la notion d'abat-jour, c'est que les LED sont vraiment fleurantes, ce qui fait que quand on est dans la zone, ça rayonne très large. C'est l'objectif d'un lampadaire routier. Ça n'est pas, le cône, très clairement, n'a pas été mesuré, je pense, sur place, de telle manière à vérifier que les habitations à côté ne sont pas perturbées. C'est de la physique, plus on monte haut, moins l'abat-jour est marqué, plus on va diffuser largement. C'est ce qui est voulu sur un routier, ce n'est pas ce qui est souhaité. Optique du luminaire. Le programme LED++ vise à garantir un éclairage adapté à tous les usagers de la voie, piétons, cyclistes, véhicules motorisés. En éclairage public, contrairement au luminaire destiné à un usage privé, c'est l'optique de l'appareil qui définit le type de diffusion de la lumière. Ainsi, les appareils du programme LED++ n'ont pas besoin de rebord pour masquer une partie des flux lumineux et l'optique retenue pour le projet LED++ Pain-Justaré est de type asymétrique. Préservation de la biodiversité. En termes de biodiversité de santé humaine, la température de couleur des luminaires rénovés de 1700 Kelvin, blanc chaud, permet de limiter les impacts de la proportion de la lumière bleue dans les spectres des lumières artificielles. Ce programme d'ampleur permet également de rénover rapidement les luminaires de type boule, particulièrement énergivores, générateurs de pollution lumineuse et néfastes pour la biodiversité. Version résidentielle du programme LED++. L'arrêté du 27 décembre 2018 impose d'ailleurs le remplacement de tous ces appareils avant le 1er janvier 2025. Réduction de la facture d'électricité de la commune. Le SDEC garantit à la commune une réduction d'au moins 10% de ses dépenses de fourniture d'électricité pour les points lumineux concernés par le programme LED++. Ainsi, malgré le versement de l'annuité d'investissement correspondant aux travaux, le bilan de l'opération est positif pour la commune, qui, tout compte fait, réalise à minima une économie de 10% sur la facture d'électricité. Christopher Perron, j'aimerais rebondir sur un point. Étant donné que c'est une conversation que nous avons entre le SDEC, M. Garriot et moi-même sur un mail, je complète avec une réponse qui a été faite à la personne du SDEC qui m'a répondu là-dessus. Très cordialement, j'ai proposé d'augmenter les potentielles économies en réduisant la puissance nominale des 36 watts situées sur Pédonneau. Je n'ai pas eu de réponse. Ne serait-ce qu'une étude en manière de baisser de quelques pourcentages. Je n'ai pas de réponse. Je ne vais pas répondre à la personne, et pour l'instant, ce n'est pas envisagé pour la commune. Puisqu'on pratique l'extinction lumineuse, l'économie qu'on ferait, elle n'est pas très importante, et en plus, on ferait des baisses, pas sur toute la plage horaire, et c'est que sur les axes principaux, puisque quand c'est éteint, c'est éteint. Donc ça serait sur les quelques axes qui restent allumés la nuit, et aujourd'hui, ce n'est pas probant. L'économie qu'on ferait, puisqu'il faut quand même payer la programmation de la diminution de l'éclairage. On diminuerait la puissance entre 1h du matin et 5h du matin, et le gain, pour l'instant, il n'est pas évident. En tout cas, les lumières qui sont éteintes, on ne va pas rabaisser, quoi. La question là-dessus, c'est que... Non, ça va, la question, je reviens sur votre remarque, monsieur le maire. Ce qui m'a été dit au niveau du SDEC, c'est que de façon nominale, on peut baisser la puissance. Je ne parle pas de la régler pour la tombée de la nuit un peu plus faiblement. C'est pas l'intention de le faire. Pourquoi je le ferai? Il est très bien, cet endroit, il est très bien éclairé. Oui, je vous confirme, il est très bien éclairé, oui. Je ne vais pas le faire sur ce pylône, quoi. C'est très bien que l'entrée de Pédonneau soit bien éclairée. J'ai personne qui s'est plaint. Le dernier point sur le cadenas existant sur un coffret d'éclairage public. Monsieur Perron a signalé au SDEC la présence d'un cadenas sur le coffret de commande d'éclairage public, clos et piqué, situé rue Marcel Langer, une voie privée dont l'éclairage a été intégré dans le parc entretenu par le SDEC. Après investigation, il est paru que cette commande d'éclairage public présentait des dysfonctionnements suite à des allumages intempestifs. Par mesure de sécurité à titre provisoire, les services municipaux ont posé dans l'urgence un cadenas sous coffret de commande, afin d'empêcher l'accès à des tiers et de limiter ainsi tout risque électrique. La commune a également sollicité le SDEC pour déposer le cadenas provisoire, réparer la commande d'éclairage public défectueuse et poser une fermeture sécurisée sur le coffret existant afin de le rendre exclusivement accessible à un personnel habilité. Christopher Perron, je souhaite rebondir là-dessus parce que ce point-là a déjà été traité en conseil municipal et vous n'avez apporté aucune preuve de ces éléments, c'est la pure affabulation. Vous affabulez, monsieur le maire. Prouvez-le. Vous avez déjà eu des questions là-dessus.
Là, vous avez fabulé, c'est du mensonge. Non, c'est pas du mensonge. Ah, c'est un mensonge. Ça a été constaté à plusieurs reprises. On en a déjà parlé. Donc Par qui, monsieur le maire? Par qui, monsieur le maire? Quand? Vous dites que ça a été constaté. Un constat, par quelqu'un, un agent ou un élu, il y a une trace quelque part. C'est pas une procédure, monsieur le maire. Je vous demande juste de vous expliquer. Vous accusez. Si, vous accusez. C'est typiquement marqué dedans. Je n'ai pas dit qui c'était, j'ai accusé personne. J'ai dit on a. Dans ce cas, vous avez fabulé. C'est bon, on en arrête ici. On va reprendre les questions diverses. Si vous voulez, la question orale numéro 2. Je vais le faire. Nathalie Marty, inclusion dans les commissions municipales. Le maire ayant réaffirmé la semaine dernière dans un mail aux élus qu'il avait intégré notre groupe aux commissions municipales de son plein gré, nous souhaitons refaire une clarification sur le sujet. En tant que nouveau groupe créé au sein du conseil municipal, suite à notre scission du groupe majoritaire, nous avons demandé à faire partie de la commission urbanisme dès le printemps 2023, demande à laquelle notre maire a répondu négativement à plusieurs reprises. Nous avons ensuite adressé formellement cette demande à notre maire par un premier mail le 14 septembre 2023. Sans réponse du maire, nous avons eu recours à la préfecture qui a rappelé fin novembre à notre maire notre droit à siéger dans les commissions de la commune en application de l'article L2121-22 du CGCT qui impose que dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Le Conseil d'État a par ailleurs statué que la modification des commissions en cours de mandat est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants lorsque la composition d'une commission n'assure plus la représentation proportionnelle des différentes tendances du Conseil. C'est le Conseil d'État du 20 novembre 2013, commune de Savigny-sur-Orge. La préfecture a réaffirmé à notre maire que ce droit est dû à notre groupe une deuxième fois en janvier 2024. Une première délibération pour modifier la composition de la commission urbanisme a été mise à l'ordre du jour du CM du 13 décembre 2023. Le maire y a affirmé qu'il modifiait la composition des commissions à notre demande de son plein gré et sans qu'il y soit obligé par la loi française. Le problème est que, énervé par notre appel du droit et par les délibérations sur les points précédents de l'ordre du jour, il a voté contre la délibération qu'il n'aurait proposée de son plein gré. Il aurait donc changé d'avis en l'espace de quelques minutes, point d'interrogation. Au minimum, sa conviction initiale n'était pas très forte. Donc là, il y a copie donc, de l'arrêté avec la délibération et voir pour et contre. Et donc avec le rejet de la proposition. Cette volte-face l'a obligé à programmer une nouvelle délibération au CM du 30 janvier 2024 pour enfin respecter le droit et nous inclure dans les commissions municipales conformément au rappel de la préfecture. Nous constatons que notre maire a besoin qu'on lui rappelle le droit quand il s'agit de respecter la démocratie et la pluralité dans notre commune, et qu'il met sur le même plan d'égalité son rejet viscéral qu'on ose le contredire et le respect du droit français. Question à notre maire, vu qu'il s'est opposé à plusieurs reprises à l'inclusion de notre groupe dans les commissions municipales et qu'il prétend l'avoir fait de son plein gré ensuite, nous demandons qu'il explique quand et pour quelles raisons il a changé d'avis. En particulier, pourquoi il a voté contre la délibération lors du CM du 13 décembre 2023. Je vais vous répondre. Donc justement, c'est bien pratique de pouvoir aller chercher les extraits des conseils municipaux qui sont transcrits dans l'intégralité. Donc je vais vous relire ma réponse du CM du 13 décembre 2023. Alors je vais vous répondre. Le courrier du préfet s'est appuyé sur une seule jurisprudence. Nous, comme on vous l'a dit, on a demandé conseil à notre avocat. Donc, notre avocat est sûr qu'on n'est pas obligé de le faire rentrer dans les commissions municipales. Bien évidemment, il aurait fallu aller au tribunal puisqu'on devait partir au tribunal administratif. Donc j'ai jugé que le jeu n'en valait pas la chandelle et c'est pour ça que j'ai autorisé cette modification. Mais on aurait pu aller au tribunal, le préfet et le sous-préfet n'ont pas forcément raison dans ce qu'il écrit. Et si on va au bout de la jurisprudence, on a fait beaucoup de textes, plus de textes avec notre avocat et on a une note de synthèse de jurisprudence. Donc on n'est pas obligé de le faire. Mais moi, je dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je n'ai pas envie de payer 2500 ou 4500 € pour aller au tribunal. Donc on n'a rien à siéger à cacher dans les commissions. Donc si vous voulez siéger, tant mieux, on va voter sur ce point. Donc lors du vote, ce conseil a été particulièrement houleux et votre attitude a été irrespectueuse. Et les conseillers, en fonction de leur conviction, auraient pu voter l'abstention ou pour, mais spontanément, au vu de la séance qui était vraiment horrible, tout le monde a voté en son âme et conscience et tout le monde a voté contre
Moi le premier, sachant que je n'avais pas prévu de participer au vote, mais je pense que vu l'attitude que vous avez, c'était mérité qu'on vote contre, et c'est avec plaisir que j'ai refait un autre conseil municipal le 30 janvier. Le 30 janvier, donc je vous relis aussi le texte que je vous donné. Donc il n'y a pas tellement de différence, puisque vous avez argumenté sur pas mal de choses, puisqu'on est effectivement sur la modification des commissions. Quel est votre objectif exact? Est-ce que votre objectif est de rentrer dans les commissions ou de faire autre chose et de dire que le maire ne respecte pas la loi, ce qui n'est pas le cas? Le Conseil s'est exprimé contre et peut encore s'exprimer contre ce soir. Je rappelle que nous respectons la loi puisque l'article de loi que tu cites est effectivement prévu dans le Code général des collectivités territoriales et nous avons demandé conseil à notre avocat, bien évidemment. Il est prévu que l'on respecte la loi au titre de ce règlement, puisque quand le conseil municipal a été élu, on a respecté la parité des gens qui ont été élus. Mais l'article de loi ne dit rien sur les modifications de groupe en cours de mandat. À ce moment-là, il faut aller voir la jurisprudence, et la jurisprudence ne donne pas raison au préfet. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous l'accorde parce que j'y suis favorable en disant que l'on n'a rien à cacher dans les commissions. Je suis OK pour le faire. Par contre, ce texte de loi, s'il existe en tout cas, il n'est pas suffisamment précis dans le cas d'espèce. Je peux vous sortir les 3 pages que je ne vous sortirai pas parce que je n'ai pas envie de polémiquer et je n'ai pas envie d'aller au tribunal pour cela. Mais c'est une faveur qu'on vous accorde. Et donc, je pense qu'il faut être dans un texte simple si vous voulez rentrer dans les commissions et si c'est votre objectif. Si là n'est pas votre objectif et que vous voulez dire que le maire de Penstein ne respecte pas la loi, je suis désolé, on respecte la loi et je ferai une note complémentaire à monsieur le préfet pour lui donner le texte et je lui dirai que nous respectons bien la loi. Je vous propose de mettre cet amendement au conseil municipal pour savoir si vous êtes d'accord que l'on prenne le texte initial ou de proposer de voter cet amendement. Donc on a voté et là la délibération est passée. Mais j'ai bien mentionné que c'est une faveur qu'on vous a accordée. Bon, moi j'ai une question, mais quel est l'intérêt, quel est l'intérêt de ressortir ces vieux dossiers-là, si ce n'est de la provocation ou autre? Moi je ne comprends plus. Je comprends plus ce que vous faites là. Christopher Perron, la question là-dessus, après je réponds pour ma part, après c'est un aspect collégial qui a été fait sur cette question-là. La question était de montrer que sur 2 délibérations qui ont été faites pour intégrer notre groupe au niveau des commissions municipales, le formalisme était très important. La première délibération qui a été faite, c'était un oui ou un non. Sauf que dans les textes de loi, dans la façon dont on fait pour mettre une commission, il n'est pas oui ou non. C'est vous êtes un tel, tout ça, il est proportionnel, c'est mis à l'ordre du jour, en fait c'est une formalité. Et la première délibération qui a été faite par monsieur le maire était de dire oui ou non. Et dans ce cadre-là, c'est là la capture écran qui a été mise. La majorité d'entre vous ont répondu non. On est dans un travail... Pardon, monsieur le maire, je peux terminer ma phrase? Non, je réponds là-dessus. La question est que vous... La façon dans laquelle c'est formulé, c'est cette façon-là qui n'est pas conforme. Si, c'est tout à fait conforme. Et en plus, ce que vous écrivez, non, monsieur le maire, dans votre texte... Les commissions que nous avons votées au début du conseil municipal étaient faites comme la 2e délibération que vous avez faite. L'objectif, c'est pas un oui ou un non d'une période. La population, les conseillers municipaux n'ont pas à se positionner sur la composition d'une commission municipale. C'est pas sur la composition. Si, c'est ça. Je ne comprends pas cette histoire qui est ancienne. Vous êtes rentré dans toutes les commissions, pourquoi on y revient là à aujourd'hui? Ça a été expliqué au tout début. Non, Anne-Marie, ça a été expliqué au tout début. Je suis désolée, mais on n'a pas le bol de vous entendre. Anne-Marie, ça a été expliqué au tout début. Ça a été expliqué au tout début en termes... Bon, c'était classé, vous êtes rentré dans les commissions, on n'en parle plus. J'ai pas l'impression que ça soit le cas quand on entend monsieur le maire qui dit « Mais moi, je voulais pas vous vous marquez dans le bulletin municipal qu'il a fallu qu'on ait 2 rappels à la loi, etc. » Quel bulletin municipal? Le prochain. Le prochain n'est pas spoilé encore. Vous êtes en train de diffuser politique. Non, vous êtes en train de parler d'un texte qui n'est pas publié à l'heure actuelle. Non. En tout cas, je vous ai écrit pour ça et c'est pour ça que vous m'écrivez. On va passer à autre chose parce que sinon... Oui, je suis d'accord. Sauf si d'autres personnes... François avait une question. On va essayer d'être un peu constructif. On a commencé le Non, on est conseil constructif. municipal en recevant des reproches parce que le PV avait mis du temps, etc. Et puis là, on est en train d'alimenter un futur retard. Enfin, je ne vois pas où est l'intérêt de la commune. Et Catherine Pérez, on fait à la minute. Voilà. On va passer sur votre question orale numéro 3. Tu veux que je le fasse ou tu veux le faire, Nathalie? Alors, la question numéro 3 pose sur le refus de monsieur le maire d'utiliser l'adresse mail de notre groupe Injustice Durable. Donc, je vous lis le passage. Notre groupe Injustice Durable dispose depuis sa création d'une adresse mail sur laquelle nous souhaitons être joints en tant que groupe. Pour rappel, c'est painjustarrêtdurable@gmail.com. Nous constatons que monsieur le maire utilise systématiquement nos adresses individuelles d'élus pour communiquer avec notre groupe. Cette attitude n'est pas normale de la part d'un édile, surtout quand il s'agit de notre article dans le magazine municipal.
Nous le publions en tant que groupe et envoyons notre contribution depuis notre adresse mail commune. Monsieur le maire, alors même qu'il répond à un mail de notre part, répond sur nos adresses individuelles au lieu de faire tout simplement répondre vers nos adresses communes. Notre adresse commune, pardon. Il s'agit donc d'une action non plus délibérée et nous demandons des explications sur ce comportement que nous considérons irrespectueux et pour compléter avec ce que dit Anne-Marie, qui attise un énervement qui ne vaut pas la peine. Oh non, non, tout est. Non, je suis d'accord. Ce n'est que de la provocation. C'est pas la provocation. Mais si Anne-Marie, c'est la provocation, arrêtons. nous écrivons un mail du groupe, nous recevons un mail en perso. Je vais répondre. Donc je suis très heureux, mais vraiment, que vous abordiez le respect des groupes. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de respecter la vie privée des personnes et le droit à la déconnexion en n'envoyant pas de mail tardif, le plus souvent à plus de 23 heures. Certes, il n'y a pas de texte concernant les élus, à part le code de la santé publique, ou des études qui soulignent la souffrance des élus, souvent harcelés. Vous persistez dans cette démarche, alors comme je l'ai dit en conseil, comme je le redis et comme je demande à tout le monde de le faire, votre adresse a été mise en indésirable, comme ça je peux le traiter quand je veux, le matin, à midi, ou quand j'y pense, 3 jours après, 4 jours après. Vous ne respectez pas ça, donc moi je ne vois pas pourquoi je respecterai votre adresse. Je note également qu'en plus des élus, vous mettez dans les destinataires des agents, et c'est encore moins normal d'envoyer des mails tardifs, donc je n'utiliserai pas une adresse qui est dans mes indésirables. Quand vous parlez de respect de votre groupe, pour dire que les autres élus, vous les avez traités de moutons, vous avez dit qu'ils étaient naïfs et dupes, qu'ils étaient complices et intéressés. Nous avons demandé des explications qui sont restées sans réponse et sans excuse. Donc je répète, c'est pas un signe d'irrespect, mais je n'utiliserai pas cette adresse mail, qui n'est même pas celle de nom de votre groupe tel que vous l'avez déposé et tel qu'il a été créé et enregistré. Catherine Pénès, je complète en disant qu'on contacte l'opposition élue avec des adresses mairie, voilà, pas au nom de leur groupe. Je complète cette information. Jusqu'à présent, nous étions contactés toujours sur Plan Justiciable Durable. C'est la façon dans laquelle nous avons fonctionné. Moi, je l'ai jamais fait. Moi, c'est toujours les adresses mairie. Et pour revenir, je reviens sur votre notion d'heure tardive. Nous n'attendons pas de réponse. Non, mais non, on ne peut pas les recevoir. C'est même pas qu'on veut. Mais vous avez trouvé moyen de le traiter, monsieur le maire. Vous avez mis en indésirable. C'est un On va choix. trouver des solutions, puisqu'on va modifier le règlement municipal, on va trouver des solutions. Le règlement intérieur, vous dites? Oui, on va modifier. Ah, donc on pourra changer l'article 27 aussi. Non. Ah, dommage. Et d'autre part, je vous ai envoyé 2 mails suite au mail que vous avez envoyé à tout le monde, même les agents, en nous traitant de naïfs et dupes et complices intéressés. Je vous demande de justifier vraiment dans un climat apaisé. J'ai même pas eu de réponse, alors que d'habitude vous rebondissez comme vous dites tout le temps. Non, pour répondre sur ce sujet-là, vos mails n'étaient pas forcément des plus apaisés, disons ça comme ça. Et si vous souhaitez, par exemple, que nous ayons une discussion en privé, il n'y a pas de problème là-dessus, on peut se rencontrer entre groupes et discuter de ce point. Tu l'as envoyé à tout le monde ton texte. Aux agents. T'as envoyé ça aux agents. Franchement, c'est pas malin. C'est pas malin. Bah non, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Bah dites ce que vous voulez. Hein. Moi, le mail est parti comme ça, c'est une réponse par rapport au mail. Non, la réponse qui a été faite. Je ne parle. Monsieur le maire, je ne parle que pour ma personne. Je souhaiterais qu'on fasse un vote symbolique. Qui accepte de recevoir des mails à 23h? Levez la main. C'est pas moi. Non, non. Qui est contre? Qui est contre? Ah oui. Je souhaiterais qu'on note ça et on modifiera le règlement en fonction. Mais c'est inadmissible ce que vous faites, inadmissible. Parce que quelqu'un qui lit un mail aussi pourri à 23h, je ne sais pas comment il va faire pour dormir. Moi, il est dans mes indésirables, c'est très bien. C'est très bien, monsieur le maire. Je reviens sur un point aussi. Non, encore oui. Parce que plusieurs personnes ici ont un mail municipal. Ce serait bien dans ce cas-là que les 27 personnes du conseil aient un mail officiel municipal, pas simplement un alias. Parce que dans ce cas-là, on pourra parler d'une politique globale. Ah non, monsieur le maire, c'est un alias. Je n'ai pas une boîte mail. Ah, mais moi, c'est un alias, moi aussi. On ne va pas être élu à vie, hein, donc on ne va pas faire créer des boîtes. Vous avez bien un contrat sur Outlook, non? C'est l'adresse maire. C'est pas Figuerio, c'est l'adresse. C'est un alias. Vous avez des mails qui ont été créés. Donc la référence au point, si vous voulez. C'est un alias. Cathy, on a une question. Je peux On va passer à autre chose. 2 minutes pour faire un combat. Pour revenir aux histoires de mails tardifs, moi je suis dans plusieurs autres associations. Donc, on n'est pas une association ici. Non mais bon, c'est impossible. Non mais c'est inadmissible. Non mais attends, laisse-moi finir de parler. Je dis que c'est inadmissible. Je peux finir de parler ce que je veux dire. Je veux dire que
il m'arrive souvent de recevoir des mails la nuit, mais je ne les vois pas puisque mon ordinateur est éteint. Donc je les vois le lendemain matin. Ça ne me gêne pas. On peut avoir aussi les mails sur le téléphone. Et bien oui, les notifications. Et ça bip, hein, tu sais. Il faut Quand les à activer. 23 heures, j'entends biper mon téléphone. Parce que vous envoyez les Parce mails. que des fois, on a des téléphone où on doit avoir son téléphone à nous. Ah ben non, j'ai pas envie d'éteindre mon mail. J'ai pas envie d'éteindre mon téléphone. Ça m'arrive, voilà, que ça arrive souvent. Question sur le prix des places du marché. Ah oui. Donc, vous lisez la question. Vas-y. Alors, prix des places du marché, nous demandons à avoir un bilan du fonctionnement des marchés de la commune du vendredi soir et du dimanche matin, du point de vue des commerçants. Si nous n'avons pas cette vision, nous proposons qu'il soit envoyé début 2025 un sondage aux commerçants. Nous proposons d'apporter notre support à son élaboration. Nous proposons d'inclure dans ce sondage une question sur leur point de vue sur l'organisation d'événements spéciaux sur le marché, fête de la bière, etc. Comment ils voient ces événements, quels sont les événements ou quelles sont les conditions qui sont bénéfiques pour leur vente et ceux au contraire qui les pénalisent. À titre d'exemple, la vente de gâteaux pour les écoles vendredi dernier a clairement fait augmenter le nombre de visiteurs, mais selon les dires de plusieurs vendeurs de marché, cela n'a en rien augmenté leur vente quand ça ne les a pas carrément pénalisés. Plusieurs commerçants nous ont dit que le prix de nos marchés était significatif et plus cher que d'autres marchés aux alentours qui sont pourtant bien plus fréquentés. Vu qu'il nous semble que nous partageons tous une volonté forte de faire tourner le marché de la commune, nous suggérons en tant que groupe Pain-Juste et Durable de diminuer le prix des places pour descendre à un prix totalement symbolique. Nous demandons la position de la majorité sur la proposition. Donc là, c'est une question. Alors, le prix des places a été fixé en début de mandat en tenant compte des tarifs pratiqués sur les autres marchés autour de la commune. La recette annuelle de 2024 est de 2188,85 € pour le marché du vendredi et 440,10 € pour celui du dimanche, soit un total de 2628,95 €. Elles ne viennent que compenser partiellement l'électricité, le nettoyage de la place. Il n'y a aucun bénéfice financier pour la commune, mais une volonté d'animation, notamment lors des marchés gourmands publicités par tous les commerçants. Donc, actuellement, en 2024, il y a eu 3 marchés gourmands. Il y a eu le marché italien au mois de mai. Après, il y a l'anniversaire du marché en même temps que la fête de la musique et la fête de la bière en octobre. Lors du marché italien, chaque fois, nous, on communique, on va voir les commerçants pour savoir s'ils sont contents. On n'a jamais eu de retour négatif, notamment pour la fête de la bière, où là, il n'y a pas de nourriture proposée par le comité des fêtes, puisqu'il ne propose que de la bière. Là, cette année, le traiteur avait vendu tous ces plats, le chinois aussi, et la pâtissière, Céline, qui nous a sûrement contacté, avait vendu tous ses gâteaux. On est en dialogue permanent avec eux et il n'y a jamais de retour négatif. D'ailleurs, il y a même des commerçants qui ont quitté le marché qui souhaitent revenir pour les marchés gourmands. Donc chacun y trouve son intérêt. Ensuite, pour les parents d'élèves, je note que vous n'êtes pas favorable au fait que les parents d'élèves vendent des gâteaux pour aider les enfants à partir en voyage de fin d'année. Non, c'est une interprétation, ça. Non, c'est pas. Non, c'est pas ça. En fait, et moi, chaque année, j'achète des gâteaux aux parents d'élèves. D'accord. C'était pas un événement particulier. En fait, ils nous ont demandé à venir sur le marché pour vendre des gâteaux. On les avait conviés au marché de Noël. Simplement, ils n'étaient pas prêts fin novembre pour vendre des décorations de Noël et tout ça. Bon, ils ont eu effectivement beaucoup de succès parce que les parents se sont déplacés. Il n'est pas dit que les parents n'aient pas acheté de la viande ou des légumes. Je ne vois pas comment vous pouvez évaluer ça. Peut-être qu'effectivement, la pâtissière, Céline, a un petit peu pâti de la présence. On en tiendra compte pour les années suivantes. Mais notre volonté, c'est quand même d'animer la commune et que tous les commerçants y trouvent leur compte. Je voudrais rajouter de dire que 2188 € et 440,10 €
C'est des sommes symboliques, je veux dire, ça ne couvre pas du tout les frais de ce qu'on engage pour le marché, y compris le temps de présenter des services techniques, notamment quand c'est un marché gourmand, pour mettre les tables, les chaises, les bancs, ramener tout le soir où on paye des heures de nuit. Je signale aussi que quand on fait des marchés gourmands, on paye les orchestres qui sont là et c'est la commune qui paye. Donc effectivement, je ne vois pas comment on pourrait baisser. Faire le marché gratuit, tout ce qui est gratuit, vous savez ce que c'est, ça n'a pas de valeur. Donc on reste sur des sommes symboliques et je ne remettrai pas du tout en cause l'organisation du marché tel qu'elle est. Christopher Perron, je rebondis sur le point qui a été quand même accusateur de dire que nous ne souhaitions pas que les parents d'élèves vendent leurs gâteaux. Juste pour information, j'ai fourni des gâteaux justement pour les parents d'élèves pour que ça puisse fonctionner dans leur service. Je trouve La question... pour les commerçants du marché Non. Non, la question qu'il y avait derrière... Ça me gêne un peu en fait. Non, mais... Si vous voulez. Catherine, la question qu'il y avait derrière, c'était que apparemment, comme tu l'as avancé, il y a une petite mauvaise synchronisation entre la date des parents d'élèves qui vendaient leurs gâteaux et la présence de cette dame-là. Oui, donc c'est malencontreux. Voilà, c'est malencontreux, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils nous ont quasiment imposé la date. Bon. Sachant que la semaine d'après, Caroline Beson, c'est les vacances scolaires. Non. Donc c'est normal qu'ils viennent avant les vacances scolaires. La question est... Effectivement, on sera vigilant de deux semaines. Et voilà. Et parce qu'on a répondu, on va pas être plus long sur le sujet. Céline, ça n'a rien à voir avec ce que vendent les autres. Il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'elle a été informée qu'il allait y avoir un présence Question suivante, on va le 5 s'il vous plaît. Et entre parenthèses, on passe à la question 5. Et on passe à Vienne, ils sont tous les dimanches. On est à la question 5. Les parents d'élèves, à côté d'elle. Ouais, je parle là. On est sur la question. Question 5. Je prends. Alors, question 5, c'est sur le WAP de la taillade. Alors, elle est en 3 parties. Le premier volet, c'est nous demandons à disposer sous 1 mois du document de la promesse de vente ou sous seing privé. Donc, en gros, quelle que soit la nature de la domination exacte de ce document. Signé entre la commune et l'aménageur pour l'OAP de la taillade, nous demandons à disposer des versions successives de ce document et ou de ses avenants depuis le début, le contrat ayant été prolongé au moins une fois, donc c'est les différentes discussions qu'on a pu avoir. Monsieur le maire a dit qu'il s'apprêtait à prolonger l'accord avec l'aménageur jusqu'à l'été 2025. Nous demandons à disposer de la nouvelle version qui va être signée avec l'aménageur, ou au minimum du document dès qu'il sera signé. Alors, je vais vous répondre, donc Claudine Gambet. La commune et la SCI, les parcs ont conclu un compromis de vente pour l'éclairage de la place du Vigné le 31 août 2022. L'échéance était fixée au 31 mars 2023. Okay. Un premier avenant a porté la date d'échéance au 30 juillet 2023, un second au 30 12 2023, un troisième au 30 juillet 2024, un quatrième avenant a porté l'échéance au 31 janvier 2025. Okay. Un cinquième avenant vient de porter la date au 31 juillet 2025. C'est le cinquième et dernier. Voilà, vous savez bien pourquoi, c'est la crise immobilière et la révente des terrains. Ok. Le point numéro 2 de cette question, c'est que nous avons appris que les terrains vendus par l'aménageur seront plus petits, donc en aparté, ce qui est bien dans le sens d'une densification nécessaire. Or, le terrain de foot communal avait été amputé d'une partie, pour citer, pour être inclus dans la vente du terrain communal, au motif de pouvoir faire des parcelles plus grandes pour les futurs propriétaires. À titre de commentaire, autour de 600 m². Aussi, nous demandons que soit reconsidérée l'amputation du terrain de foot et une explication argumentée si cela n'était pas reconsidéré. Le marché immobilier connaît actuellement une crise significative. Le promoteur et la commune ont fait le constat que les terrains issus du projet initial étaient trop grands et trop coûteux pour répondre aux besoins du marché actuel et ont décidé de revoir le découpage du lotissement afin de proposer des terrains d'une taille et d'un prix plus adaptés au marché d'aujourd'hui. Il n'est pas prévu pour l'instant de modifier le périmètre de l'opération. D'accord. Dans ce cadre-là, quelle serait la surface des terrains? Parce qu'apparemment, c'était 600. Il n'y a pas encore de projet d'aménagement défini. Ok. Le troisième point, c'était le parking des bus des écoles fait une sortie sur la route de Villatte. Il nous semble que cette sortie pourrait être utilisée justement pour ce lotissement à venir. Nous demandons à ce que le CAUE ou tout autre acteur compétent soit sollicité pour étudier explicitement cette possibilité. Qu'en pensez-vous? Non, les accès pour le terrain communal du Grand Vigné sont l'impasse du Grand Vigné d'une part et l'avenue de la Taillade d'autre part. Ces voiries seront maillées dans le cadre du projet et seront amplement suffisantes pour desservir un projet de moins de 20 logements.
Voilà, on a terminé les questions diverses puisqu'on a répondu au point 6. Donc je vous propose de lever la séance. Le prochain conseil municipal sera le 5 février. Donc, passez de bonnes fêtes. Et on a un pot pour ceux qui souhaitent rester sur la dernière séance du conseil. Merci.